Donc voilà, mes élèves, comme prévu, la correction des exercices de la semaine dernière. Donc suivez bien et à tout de suite. Donc pour l'exercice numéro 1, donc toujours dans un devoir, on commence par des définitions. Donc ici, il nous demande de donner la définition des termes suivants, comme le réactif limitant. Qu'est-ce qu'un réactif limitant? Donc, le réactif limitant, on sait bien que c'est le réactif qui disparaît complètement à la fin de la réaction. Donc, après une réaction chimique, à la fin, on ne va plus trouver ce réactif-là. Donc, il se transforme en des produits. Donc, je fais un petit rappel pour une réaction chimique. Une réaction chimique, c'est une transformation au cours de laquelle il y a des réactifs qui vont disparaître et des produits qui vont apparaître. Dans cette réaction chimique, le réactif limitant, c'est celui qui va disparaître complètement. On peut, dans une réaction chimique, trouver un réactif qui est en excès. Quand la réaction chimique, elle peut se faire dans les proportions stoichiométriques et à la fin de la réaction, on ne trouve aucun des réactifs. Qu'est-ce qu'une réaction exothermique maintenant? Une réaction exothermique, c'est une réaction c'est une transformation qui dégage de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle s'accompagne d'une élévation de température. Donc, une réaction exothermique, c'est un caractère d'une réaction chimique. Les caractères qu'on a vus en classe d'une réaction chimique sont une réaction chimique, elle peut être exothermique comme elle peut être endothermique, c'est-à-dire que sa température diminue au cours de cette transformation, comme elle peut se faire à une température constante, c'est-à-dire que la réaction est athermique. Aussi, la réaction chimique, elle peut être lente comme elle peut être rapide. Et aussi, elle peut être amorcée ou elle se fait spontanément. Donc, les caractères d'une réaction chimique sont exothermique, endothermique, athermique, lente, rapide, amorcée et spontanée. On passe à l'exercice suivant. Dans un haut fourneau à haute température, on fait réagir une masse Ma 84 g de monoxyde de carbone CO avec une masse M2 qui est égale à 320 g d'oxyde de fer Fe2O3 pour donner du dioxyde de carbone CO2 et de la fente Fe qui est du fer presque pur. Là, c'est le schéma de la réaction chimique. Donc, cette réaction chimique, les réactifs sont le monoxyde de carbone et l'oxyde de fer Fe2O3. Les produits sont le dioxyde de carbone et le fer. Donc, on peut écrire l'équation de cette réaction chimique comme cela. CO plus Fe2O3 nous donne du dioxyde de carbone et du fer. Là, cette équation-là, elle n'est pas équilibrée. Il nous demande d'équilibrer l'équation de cette réaction. Donc, on a bien dit que pour équilibrer l'équation, il faut que le nombre d'atomes dans les réactifs soit égal au nombre d'atomes présents dans les produits. Pour ce faire, on a ici dans les produits, on commence par l'oxyde de fer, on a dans l'atome d'oxyde de fer, dans la molécule d'oxyde de l'oxyde de fer, on a 2 atomes de fer. Donc ici, on doit écrire aussi 2, donc on met 2 pour avoir un équilibre. Donc le fer, dans les produits, dans les réactifs, on doit le trouver dans les produits. Là, on obtient dans cette réaction chimique, on obtient 3 molécules de dioxyde de carbone. Dans les 3 molécules de dioxyde de carbone, on a 3 atomes de carbone. Donc, on est sorti par 3 molécules de monoxyde de carbone. Là, on a 3 C, 3 carbones, donc on doit écrire 3 pour avoir 3 carbones dans les réactifs. On vérifie maintenant le nombre d'atomes d'oxygène. Donc là, dans 3 molécules de monoxyde de carbone, on a 3 oxygènes.
Et dans la molécule de l'oxyde de fer, on a 3 atomes d'oxygène. Donc, le total dans les réactifs, on a 6, 3 plus 3, on a 6 atomes d'oxygène. Donc là, dans les produits, on a le coefficient 3 devant la molécule de CO2. Cela veut dire qu'il y a 3 carbone et 6 oxygène. 3 fois 2 égale 6. Donc, 6 oxygènes dans les produits et 6 oxygènes dans les réactifs. Et le compte est bon et cette réaction chimique est bien équilibrée. Maintenant, petit b. Les quantités de matière utilisées sont N1 pour le monoxyde de carbone CO et N2 pour l'oxyde de fer Fe2O3. Calculez les valeurs de N1 et N2. Donc, on sait très bien que N est le nombre de moles du monoxyde de carbone ou la quantité de matière de monoxyde de carbone. Donc, pour trouver le nombre de moles, on fait M sur grand M. Petit m, c'est la masse, et grand M, c'est la masse molaire, c'est la masse d'une mole de CO. La masse, il nous a donné la masse M1 est égale à 84 grammes et la masse molaire est égale à 28. Là, on nous a donné la masse molaire de la molécule. C'est la masse molaire moléculaire. D'habitude, on fait la somme des masses molaires des atomes qui constituent cette molécule. C'est-à-dire qu'on fait la masse molaire du carbone plus la masse molaire de l'oxygène, c'est-à-dire 12 pour le carbone et 16 pour l'oxygène. 16 plus 12, on trouve 28. Là, dans cet exercice-là, il nous a donné la masse molaire de la molécule. Donc, on revient ici, le nombre de moles du monoxyde de carbone est égal à 84 sur 28, qui est égal à 3 moles. Maintenant, pour le nombre de moles de l'oxyde de fer, on a la même chose, masse sur masse molaire. Là, on a la masse de l'oxyde de fer est égale à 320 grammes et la masse molaire du Fe2O3, c'est 160, donc on va faire 320 sur 60 grammes par mol, donc on va trouver 2 moles. Maintenant, petit c, quel est le réactif limitant dans cette réaction? Et justifier la réponse. Pour trouver le réactif limitant, on doit vérifier l'équation de la stoichiométrie. Là, on fait de la proportionnalité de cette réaction chimique. Donc, après avoir équilibré la réaction chimique, on peut écrire que le nombre de moles de CO sur 3 il doit être égal au nombre de Fe2O3 sur 1. Donc, si cette équation est vérifiée, cela veut dire que la réaction elle est faite dans les proportions stoichiométriques et à la fin de la réaction, on ne va plus trouver de réactif. Donc là, si cette équation est vérifiée, cela veut dire qu'il n'y a pas de réactif limitant et des réactifs en excès. Les deux corps, ce sont des réactifs limitants, cela veut dire qu'ils vont disparaître à la fin de la réaction. Si on a trouvé que le nombre de CO sur 3 est supérieur au nombre de moles de Fe2O3 sur 1, cela veut dire que le CO est mis en excès. On a utilisé un excès de monoxyde de carbone. Si on a trouvé le contraire, que le nombre de moles Fe2O3 sur 1 est supérieur à un nombre de CO sur 3, cela veut dire que l'oxyde de fer est en excès. Ou bien on peut procéder comme ceci. On va dire que le nombre de moles de Fe2O3 est égal au nombre de CO sur 3. On a vu que le nombre de monoxyde de carbone, on l'a déjà calculé, est égal à 3 moles. Donc, on met 3 moles sur 3, on va trouver 1 mole. Donc, si le nombre de moles de Fe2O3 est égal à 1 mole, et nous, on a utilisé dans l'exercice 2 moles, cela veut dire que le Fe2O3, il est pris en excès. Donc, on a utilisé une quantité d'oxyde de fer en excès. Donc, 1 mole est différente de 2 moles. Cela veut dire que l'oxyde de fer est en excès. Donc, automatiquement, le monoxyde de carbone est le réactif limitant. Si
l'oxyde de fer est en excès, cela veut dire que le monoxyde de carbone est le réactif limitant. C'est-à-dire que le monoxyde de carbone, c'est lui qui va disparaître à la fin de la réaction. Et on va trouver une quantité de Fe2O3 qui ne va pas réagir parce qu'elle ne va plus trouver de CO. Cette quantité-là, c'est la quantité de matière égale à 1 mol, c'est-à-dire 2 mols moins 1 mol, on va trouver 1 mol. 1 mol d'oxyde de fer qui va être en excès. On peut chercher sa masse en faisant M est égal à un nombre de moles fois la masse molaire. On va trouver la masse de l'oxyde de fer en excès. Mais il ne nous a pas demandé cela. Donc, on passe à l'exercice suivant. Quelle masse M du fer Fe obtient-on à la fin de cette réaction? Donc, on voit ici dans l'équation que 2 atomes de fer sont produits par 3 molécules de monoxyde de carbone. Puisque le monoxyde de carbone est le réactif limitant, donc on va utiliser l'équation nombre de Fe sur 2 est égal nombre de CO sur 3. On ne doit pas travailler avec l'oxyde de fer parce que l'oxyde de fer est en excès. On a utilisé 2 mols au lieu de 1 mol. Donc, on ne va pas utiliser le nombre de mols du réactif en excès. On utilise le nombre de mols du réactif limitant. Dans ce cas, on écrit nombre de fer de Fe sur 2 est égal nombre de CO sur 3. Donc, on cherche le nombre de mols du fer pour trouver sa masse. Donc, le nombre de mols de fer est égal à 2 fois nombre de CO sur 3. Donc là, le nombre de mols de CO est égal à 3. On l'a trouvé. Il est égal à 3. Donc 2 fois 3 sur 3, on va trouver 2 mols. 2 mols, la masse de 2 mols de fer, on va la multiplier par la masse molaire pour trouver la masse. Donc la masse du fer est égale nombre de mols de Fe fois la masse molaire de Fe. On va trouver 2 fois 56 égale 112 grammes. On passe à l'exercice numéro 2 maintenant. Définir un hydrocarbure. Là, on voit bien que le mot hydrocarbure peut être divisé en deux parties. Hydro, cela vient de l'hydrogène, et carbure, ça vient du carbone. Donc, un hydrocarbure, c'est un composé organique puisqu'il y a du carbone. Donc, c'est un composé organique. Et ce composé organique, il n'est formé que de l'hydrogène et du carbone. Donc, la définition, donc un hydrocarbure est un composé organique formé uniquement de carbone et d'hydrogène. Sa formule générale s'écrit CXHY, où X et Y sont des entiers naturels non nuls. Par exemple, si on prend le méthane de formule brute, c'est CH4. Si on dit CH4, cela veut dire que CH4, le nombre X est égal à 1 et Y est égal à 4. Donc, on peut chercher X et Y aussi par la masse molaire. On sait que la masse molaire de CXHY, c'est X fois la masse molaire de carbone plus Y fois la masse molaire de l'hydrogène. Et on peut, dans un exercice, on peut nous donner des informations sur cela et pour chercher X et Y. Bon, on passe deuxièmement, compléter les phrases suivantes en utilisant des mots parmi ceux figurant dans la liste ci-dessous. Insuffisante, hydrocarbure, incomplète, complète, excès, carbone, eau, dioxygène et combustion. Petit a, la combustion d'un produit du dioxyde de carbone est de si le dioxygène utilisé en, c'est une combustion. Donc là, on voit très bien, lorsqu'on a vu qu'il y a du dioxyde de carbone dans les produits, donc cela veut dire qu'on a une combustion d'un hydrocarbure, produit du dioxyde de carbone et de l'eau, si le dioxygène est utilisé en excès. Cela veut dire que notre combustion, c'est une combustion
complète. Donc, lorsque la combustion d'un hydrocarbure est complète, elle produit du dioxyde de carbone et de l'eau, CO2 plus H2O. Maintenant, si la quantité du gaz dioxygène est insuffisante, la combustion d'un hydrocarbure ne produit que du carbone et de l'eau. C'est donc une combustion incomplète. Elle peut produire aussi du dihydrogène, comme elle peut produire aussi du monoxyde de carbone, du dioxyde de carbone. Lorsqu'on voit que la combustion, elle produit du carbone, on sait très bien que c'est une combustion incomplète. Troisièmement, compléter les équations de réaction de combustion suivantes et préciser si elle est complète ou incomplète. Pour la première combustion, donc, on doit l'équilibrer. Là, il nous a donné 2 H2O. Donc, on a dans 2 H2O, il y a 4 hydrogènes. Donc là, on doit multiplier par 2 pour avoir 4 hydrogènes dans les réactifs aussi. Et si on met 2 là, cela veut dire qu'on a 4 carbones. Là, on a 2 oxygènes. C'est équilibré, 2 oxygènes de ce côté-là et 2 oxygènes de ce côté-là. Donc, ce qui manque là, c'est du carbone, uniquement le carbone. Combien de carbone? Et 4 atomes de carbone. Puisque cette réaction chimique nous a produit, cette combustion, elle a conduit à l'apparition du carbone, cela veut dire que la combustion elle est incomplète. Maintenant, la deuxième équation, là, on voit bien qu'on a 2 molécules de C6H6. Là, on a 6 fois 2, 12 atomes d'hydrogène. Donc là, on doit mettre 6 pour avoir 6 fois 2, 12. Si on compte l'oxygène maintenant, on la trouve ici dans les réactifs 3 fois 2, 6, et là aussi 6. Donc l'oxygène est équilibré. Donc dans cette case-là, on va juste mettre du carbone. 6 fois 12, 12 carbone. Et la combustion, elle est incomplète aussi. On passe au physique. La partie physique, là, on a un solide S de masse grand M et suspendu à l'extrémité inférieure d'un ressort R de raideur K. K est égal à 30 newtons par mètre. Cela veut dire que pour avoir 1 mètre d'allongement d'un ressort, il faut faire une force de 30 newtons. Donc 30 newtons pour avoir un allongement de 1 mètre. Ce ressort-là, il est de raideur 30 newtons par mètre. Lorsque le solide est à l'équilibre, l'allongement du ressort est delta L égale à 5 cm. Donc, est-ce qu'on a fourni une force de 30 newtons? Non. Pour avoir uniquement 5 cm, donc on a exercé une force moins que 30 newtons. Pour représenter les deux forces exercées sur le solide S. Donc, on a ici un corps qui est suspendu à un ressort. Donc, ce solide-là, il a une masse, donc il va être dirigé vers le bas, c'est-à-dire qu'il va être attiré par la Terre. Donc, le poids du ressort est du haut vers le bas. Son point de l'origine de cette flèche-là ou de cette force-là est le centre de gravité de ce corps. Aussi, on a la force appliquée par le ressort sur solide, mais vers le centre du solide. Donc, c'est la tension du ressort. Donc, l'origine, c'est le point de contact entre le ressort et le solide. Maintenant, quelles conditions doivent satisfaire ces deux forces pour que S soit à l'équilibre? Donc, pour que S soit à l'équilibre, la condition d'équilibre est que la somme des forces est égale vecteur U. Donc, on note la somme par ce symbole-là, la somme des forces extérieures
qui agit sur ce solide, elle doit être égale à 0. C'est-à-dire que P plus T est égal vecteur nul. C'est la condition d'équilibre. Sachant que l'intensité de la pesanteur du lieu est G égale à 10 Newton par kilogramme, déterminer la masse grand M du solide. Donc là, puisque P plus T égale vecteur nul, si on choisit un repère vers le bas, un axe dirigé vers le bas, on voit très bien que le vecteur P est dirigé dans le même sens que cet axe-là, donc on va mettre P. Et on voit bien que T est du sens contraire, donc on va mettre la norme de P moins la norme de T est égale à 0. Donc, puisque P moins T égale à 0, cela veut dire que P est égal à T. Et on sait très bien que T, la tension T, est égale à la raideur fois l'allongement du ressort, K fois delta R. Donc, est égal à 30 fois 0,05 fois 1,5 newton. Donc, l'allongement du ressort, il est en centimètres. Il doit être en mètres parce que la raideur est en mètres, 30 newtons par mètre. Donc, on a trouvé que T est égal à 1,5 newton, qui est égal au poids. Donc, P est égal à 1,5 newton. Et on sait très bien que la formule du poids est égale, P est égal à M fois G, est égal à 1,5 newton. Dans cet exercice, il nous demande de chercher la masse grand M. Donc, la masse du solide, M est égale à P sur G. Donc, 1,5 sur 10 est égal à 0,15 kg. On passe à l'exercice numéro 2. Entre deux pendules électrostatiques P1 et P2 de charges électriques opposées, il existe une interaction. Complétez les phrases en mettant une croix X devant les mots convenables. Il s'agit d'une interaction magnétique ou électrique. Donc, on parle bien ici de charge électrique. Donc, c'est une interaction électrique. Est-ce que cette force-là, cette interaction-là, c'est une force de contact ou à distance? Puisque ce sont deux pendules électrostatiques, donc on parle ici d'une force ou d'une interaction à distance. Puisque les deux charges sont opposées, on sait très bien que la charge positive, elle attire la charge négative. Donc, ils sont de charges opposées, il y a une attraction. Donc, c'est une interaction attractive. Les deux forces d'interaction F1 sur 2 et F2 sur 1, c'est-à-dire la force exercée par le pendule numéro 1 sur le pendule numéro 2 et F2 sur 1, cela veut dire la force appliquée de le pendule électrostatique 2 sur 1, est-ce qu'ils sont opposés ou de même sens? Donc, puisqu'il y a une attraction, donc ils vont être dans le sens opposé. Bien sûr, s'ils ont la même charge, donc de charge opposée, donc ils vont être de même valeur et de même droite d'action. Choisir le schéma convenable et le compléter en représentant les deux forces F1 sur 2 et F2 sur 1. Donc, bien sûr, on va choisir ce schéma-là, puisqu'il y a une attraction. Donc, ça, c'est le pendule P2. Donc, il va être attiré pendule P1 parce que le pendule P1, ou la boule de la pendule électrostatique, elle va attirer la boule 2 vers elle. Donc, cette flèche-là, elle représente F1 sur 2. C'est la force exercée par la boule du pendule électrostatique numéro 1 sur la boule numéro 2. Et contrairement, là, on a
l'action mécanique exercée par le pendule numéro 2 sur le pendule numéro 1. C'est 2 sur 1. Répondre par vrai ou faux et corriger l'affirmation si elle est fausse. Donc, la pression est une grandeur négative qui s'exprime dans le système international en newton par centimètre carré. Là, on parle de pression. On sait que la pression, de formule F de la force pressante sur la surface pressée. Donc, si on dit P est égal à F, la force en newton et la surface en centimètres carrés, donc la pression elle doit être en mètres carrés, newton par mètre carré. Est-ce que c'est une grandeur négative maintenant? Non, c'est une grandeur positive. Donc, c'est faux. C'est une grandeur positive et elle s'écrit en newton. Elle s'exprime dans le système international en newton par mètre carré. La pression P dépend de la force pressée S et de la surface pressante F. Donc, on voit bien ici que la phrase est mal formée. Donc là, on va dire la pression P dépend de la surface pressée et de la force pressante F. La force pressante F est donnée par la relation F égale à P sur S. Non, donc F est égal à P fois S. Pression fois S. Merci pour votre attention.